J'ai lu avec l'intérêt que vous imaginez, cher Rougemont, votre livre. Et les analyses que vous faites, et qui correspondent à beaucoup d'analyses que nous avons faites par ailleurs, sont extrêmement saisissantes dans la mesure où elles nous libèrent d'un certain nombre de croyances, de tabous et de mythes. Et je crois que le premier de ces tabous, de ces mythes, c'est l'idée de civilisation. Et j'ai l'impression que, en fait, quand on évoque, pour essayer d'expliquer tous les malaises dont nous subissons les effets, une crise de la civilisation, on se moque de nous. D'abord parce que cette organisation technologique de la société dans laquelle nous sommes a réduit l'homme en un état assez lamentable, dans lequel il est justifié évidemment de faire appel à une civilisation dont il ne vit pas et dont il ne profite pas. Crise de civilisation pour le personnage qui est coincé entre sa comptabilité et les transports, entre la fatigue ouvrière et le monde de ciment dans lequel nous vivons, je n'y crois pas. Je dis que ceux qui parlent de crise de la civilisation frisent l'imposture. En fait, il s'agit d'une dégradation de notre société, des sociétés technologiques, des sociétés industrielles. Denis de Rougemont. Je voudrais savoir si vous confondez civilisation et société industrielle. Justement pas. Non, parce que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Justement pas, c'est ce que je dis. C'est ce qu'a fait tout le XIXe siècle, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'on peut distinguer absolument civilisation de société industrielle. Je crois même que tous les opposent aujourd'hui. Je pense que là-dessus, vous êtes d'accord. Ce qui me paraît être un tabou aujourd'hui, c'est, enfin des tabous, il y en a pas mal, ce sont les croyances généralement héritées du XIXe siècle en des dogmes de base comme la croissance, le confort, l'augmentation de tout, du nombre des objets, de la dimension de nos outils, de nos instruments, de la puissance que cela nous donne, finalement même du danger que cela représente, qui est toujours porté au crédit des nouvelles inventions, bien que tout le monde dise le contraire, n'est-ce pas? Profondément, inconsciemment, c'est accepté parce que ça augmente la puissance. Donc nous sommes en train de confondre civilisation et accroissement de la puissance de l'homme. Jean Duvigneau. Oui, je voudrais tout de même rappeler qu'en 1945-46, personne ne mettait en doute l'idée de Colin Clark, suivant laquelle la croissance industrielle était une force inévitable, irrésistible, qui allait briser toutes les relations établies jusqu'ici, les institutions, et qu'on allait aboutir à un monde dans lequel la production et la jouissance s'équilibreraient. En fait, ce que nous avons découvert, et là j'ai l'expérience de quelques pays différents, c'est que nous avons peut-être acquis certains objets, mais que nous n'avons pas acquis la jouissance. C'est-à-dire que nous avons payé d'un prix très lourd le fait d'avoir accru cette production. Alors j'ai l'impression que dans ces conditions, il y a inadéquation complète entre les systèmes administratifs, les systèmes d'organisation, les systèmes de pouvoir et l'existence. C'est-à-dire, il y a une opposition radicale, et je crois qu'elle apparaît dans votre livre. Je dirai tout à l'heure pour quelles raisons je ne partage pas complètement vos idées concernant cette définition de l'existence, mais ça c'est une autre histoire. Il y a une adéquation complète entre l'organisation du monde, de l'organisation de l'homme, l'administration des hommes, et la réalité vivante dans laquelle nous sommes plongés. Denis de Rougemont. Oui, bien sûr, c'est le fond de la question aujourd'hui. Il y a tout de même un point sur lequel je me permets de ne pas être du tout d'accord avec vous, c'est quand vous dites que jusqu'en 1945 ou en 1945-46, au lendemain de la guerre, personne n'avait jamais mis en doute l'excellence de la productivité
de l'augmentation constante de la production, de l'augmentation constante du taux de croissance. Car je voudrais rappeler ici les mouvements dits personnalistes des années 30, qui avaient dénoncé avec la plus grande clarté et la plus grande vigueur ces croyances qui sont devenues rapidement des tabous dans l'adéquation absolue de l'augmentation de la croissance, de l'augmentation de la production, du bonheur humain, du progrès et de la civilisation. Dans ces groupes qui s'appelaient les groupes Esprit et l'Ordre Nouveau, rien de commun avec ce qui depuis s'est appelé par antiphrase l'Ordre et Nouveau, nous avions développé des théories assez poussées dont nous tirions des conséquences très pratiques pour dénoncer le mythe de la productivité et les conséquences que nous pensions qu'il aurait nécessairement. Nous avions été très loin dans ce sens, et je voudrais le rappeler parce que c'est complètement inconnu aujourd'hui. Vous ne l'avez peut-être pas connu, vous étiez trop jeune à cette époque. Et nous avions, dans le groupe de l'Ordre Nouveau, développé la théorie d'un service civil universel destiné à remplacer, au pied levé, les ouvriers attachés à leur travail de manœuvre. Ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pourquoi, des ouvriers spécialisés, qui justement étaient des ouvriers non spécialisés, et le sont restés. Nous pensions qu'il ne suffisait pas de réclamer le pouvoir pour le prolétariat, qu'il fallait supprimer la condition prolétarienne par un service civil que tout le monde aurait fait, comme tout le monde fait un service militaire, hommes et femmes, et nous avons été plus loin. Nous l'avons démontré par l'exemple, c'est-à-dire que plusieurs équipes d'entre nous ont été dans des usines, après entente avec les patrons, remplacés au pied levé pour 3 semaines des ouvriers qui, pendant ce temps, prenaient des vacances et recevaient leur salaire. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'était en 1934 et 1935, les congés payés n'existaient pas. Il n'y avait pas encore de vacances payées, qui ont été instaurées un peu plus tard par le Front populaire et Léon Blum. Nous pensions que non seulement ce procédé-là allait délivrer la classe prolétarienne de son attachement, de ce destin prolétarien, mais aussi que si tout le monde passait par là, que si tout le monde savait ce que ça signifie humainement, au point de vue de l'existence, d'être attaché pendant 1 an à des machines, cela provoquerait dans la population entière un sain réflexe de méfiance vis-à-vis de la production et de la productivité et de l'équation entre production et productivité et bonheur humain ou accroissement de la civilisation. Alors je tiens tout de même, n'est-ce pas, pour l'histoire, à vous signaler cela avant l'époque de Colin Carr. J'entends bien, mais je voudrais faire 3 remarques. Jean de Vigneault. La première est celle-ci. C'est que votre idée de remplacer pendant quelques semaines des ouvriers aux machines est très louable. Mais elle est, bon, ce populisme, je crois, reste de bons sentiments utopiques. Pas du tout. Non, dans la mesure où la condition ouvrière est une condition à laquelle on ne peut pas échapper. Mais les ouvriers y auraient bel et bien échappé. Oui, j'entends bien, mais vous, en tant qu'intellectuel, vous échappiez à votre condition, en étant ouvrier, non. remplacé définitivement, s'ils le voulaient, par des vagues successives, chaque année, exactement comme on fait un service pendant Mais il un an. n'empêche qu'il sera revenu ouvrier après. Pas du tout. Mais il était salarié. Pas du tout. On Ils échappe n'étaient pas au plus salariat. attachés à leur machine. Oui, mais enfin, Ça change non tout. attachés à leur machine, mais tout de même salariés. Le destin n'y était plus. Ah oui, bon, laissons le destin entre parenthèses. Alors, deuxième point, qui est celui-ci, la croissance industrielle a tout de même utilisé tous les instruments, toutes les idéologies, toutes les croyances, toutes les formes de pensée. Hitler est un homme de la croissance industrielle, au même titre d'ailleurs que tous ceux qui ont poussé à cette accentuation de la création productive. Et dans une certaine mesure, je crois que ceci est très loin de nous, Staline, Hitler, tout ce monde-là ont été des hommes de la croissance. Il fallait produire. Ça, c'est ma deuxième remarque. La troisième remarque porte justement sur le fait que je ne crois pas
que l'on puisse faire l'option de réformer une société. Je crois que, si vous voulez, révolutionnaires, opposants, réformistes, conservateurs, défenseurs d'un certain ordre, plaident pour la conservation de la société. Ils veulent la sauver. Nous allons sauver la société. Voilà mon programme pour sauver la société. Je crois que le problème n'est pas de faire l'option que les sociétés, nos sociétés, peuvent être sauvées, mais qu'il vaudrait mieux faire le constat que nos sociétés sont en train en ce moment de se détruire. Nous assistons à la destruction de nos sociétés. Si vous voulez, je crois que les sociétés technologiques et les sociétés industrielles, dans la mesure où la croissance industrielle, dont l'idéologie a été Colin Clark et quelques autres, a daté d'une certaine période, l'expansion de la guerre, l'expansion des techniques militaires et de ce qu'Eisenhower appelait le système technico-militaire, sont devenues, en ce moment, des sociétés qui se détruisent elles-mêmes. On assiste à l'autodestruction de nos sociétés. Denis de Rougemont. Je suis tout à fait de votre avis. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de mon livre, en décrivant ce que j'appelle le système de la crise, en montrant comment tous les aspects différents que l'on peut critiquer de la crise que nous subissons s'impliquent mutuellement, s'intercommandent, sont en interaction, et qu'il serait absolument vain d'essayer de corriger l'un ou l'autre séparément, parce qu'il serait aussitôt restitué par l'ensemble des autres. Je viens d'être mis en retard d'une demi-heure par des embouteillages qui ont commencé à 5 heures du soir, sauf erreur. Ça n'est plus une ville vivable, n'est-ce pas? C'est un tout petit exemple épisodique. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des mesures que nous avons prises depuis l'ère industrielle sont maintenant en système de crise qui va au désastre. Un des indicateurs de la destruction d'une société, c'est la destruction du sens communautaire. Voilà une chose qui n'existe plus dans la société d'aujourd'hui. Dans les villes qui sont en train de drainer, qui draineront, pense-t-on, à la fin de ce siècle, 4/5 de la population du globe, ces villes énormes, au sens étymologique du terme, en dehors de toutes les normes, en dehors de toute espèce de mesure humaine, ne sont non seulement plus gouvernables, comme le disait le maire de New York, John Lindsay, elles ne sont plus économiquement rentables. Vous savez ce qui se passe à New York aujourd'hui. La faillite est imminente depuis 1 an et demi. Le gouvernement fédéral doit soutenir la ville de New York, ses 13 millions d'habitants. La cause est réglée au point de vue de la viabilité extérieure de ces communautés devenues trop grandes. Mais ce qui est de beaucoup le plus grave, c'est que toute espèce de sentiment de communauté humaine disparaît pour des raisons quasi mécaniques et physiques des trop grandes villes. Dans une grande ville, il n'y a plus ni solitude féconde, ni communauté, ni communion avec le voisin. Je prendrai cet exemple, l'homme ou la femme qui vit dans un petit appartement de grand ensemble avec des gosses, ils sont très serrés, ils n'ont pas assez d'espace, il n'y a pas de solitude possible. Cet homme ou cette femme a besoin de solitude, veut sortir et va la chercher dans la foule sur les trottoirs. Ce qui est évidemment la pire forme de solitude, c'est la promiscuité ou la foule solitaire, comme disait David Riesman. Ça, c'est un phénomène qui est absolument dominant de notre époque et qui prouve que la société se détruit. Oui, alors justement, la délinquance aussi qu'on pourrait évoquer, n'est-ce pas? Vous connaissez ces statistiques récentes qui ont été faites en Amérique et en Europe, qui mettent la délinquance en proportion directe avec le nombre des étages dans les grands ensembles. Oui, bon, c'est-à-dire que la délinquance, nous voyons le problème tel qu'il est, résulte essentiellement de l'habitat, de la destruction d'un type de famille, de l'enfermement des gens, pour reprendre le mot de Foucault,
dans des appartements étroits, ce qui fait que le couple étant là, l'enfant descend dans la rue. Bien, ça, je crois que c'est une chose acquise. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est ceci. L'avenir ne ressemblera ni à l'URSS, ni à l'Amérique. Notre avenir est imprévisible. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est absolument impossible de prévoir ce que sera notre société, nos sociétés, ce que seront nos sociétés dans 10 ans. Et je crois que toute personne qui tenterait de le faire est un imposteur. Personne ne peut le prévoir. L'époque des science-fiction et des bandes dessinées où l'on imaginait un progrès continu est morte avec l'idée de progrès. Quelque chose est détruit, qui est l'idée que les sociétés peuvent se reproduire indéfiniment. Je sais qu'en disant cela, je suis en désaccord avec certains de mes collègues sociologues et qui pensent qu'une société se reproduit. Je pense, par l'expérience, par des enquêtes que nous avons eu l'occasion de faire, qu'aujourd'hui, une société se reproduit difficilement. Nos sociétés industrielles se reproduisent difficilement. Et là est la question. Est-ce que vous pensez que ces sociétés industrielles vont encore se reproduire telles qu'elles sont? Ou bien pensez-vous qu'il est possible que nous entrions dans une époque vague qui ne sera pas apocalyptique? Car je ne crois pas à l'apocalypse. Je ne crois pas que le lendemain de nos sociétés nous conduit à la catastrophe. Je crois qu'il nous conduit à la médiocrité, ce qui est pire. Si vous voulez, je crois que l'avenir des sociétés industrielles dégradées n'est pas l'apocalypse de la violence, c'est la médiocrité. C'est le pourrissement, et c'est quelque chose d'infiniment plus grave. C'est la dissolution de tout ce, disons, des possibilités de désir et autre chose que ce que l'on est. Enfin bon, vous connaissez cela. Denis Drogement. Oui, il me semble que vous avez une idée assez précise de ce qui va venir. Ah non, nullement. J'ai une crainte. Vous dites qu'il est impossible de prévoir ce qui va arriver, et vous dites dans le même souffle que ce qui va arriver n'est pas le désastre, n'est pas le cataclysme, c'est déjà très important comme précision sur l'avenir, et ensuite vous savez autre chose, que ça va être la médiocrité, cet avenir. Si vous voulez. Alors vous savez au fond l'essentiel sur ce qui va se passer. Moi je n'en sais pas autant. Je ne crois absolument pas à la futurologie, surtout si elle est chiffrée, si elle a des prétentions chiffrées, sauf dans un cas. Sauf le cas où l'homme renoncerait absolument à dire ce qu'il veut et à assumer ce qu'il veut, ses désirs réels sur l'avenir. C'est-à-dire, sauf dans le cas où l'on laisserait les choses aller. Quand on laisse les choses aller, on peut faire des prédictions absolument certaines. Si on laisse la pomme tomber de l'arbre, sans la retenir par aucune force, sans l'arrêter, on peut calculer au millième de seconde le moment où elle touchera le sol. Ça, c'est une prédiction absolument certaine. En temps de guerre, on peut faire des prédictions certaines touchant les armements. C'est même pendant la dernière guerre qu'est née cette espèce de science de futurologie, comme l'a appelé Flechtheim en Allemagne, et comme l'ont pratiqué aux États-Unis, par exemple, von Neumann et Morgenstern. Pourquoi est-ce qu'on pouvait faire de la prévision de l'avenir à court et moyen terme d'une manière tout à fait exacte? C'est parce qu'en temps de guerre, toutes les résistances humaines sont anéanties, disparaissent. Il n'est plus question de faire accepter les choses par les populations, ni même par les parlements. Il n'est plus question de rentabilité. On peut faire ce qu'on veut. On n'a qu'à calculer le temps que ça prendra, sans aucun obstacle extérieur, pour fabriquer des cargos, pour fabriquer des machines et tout ça. On peut planifier exactement en temps de guerre seulement. C'est une des raisons pour lesquelles nos États-nations sont tellement attirés par la guerre, sont tellement fascinés par la guerre. C'est tellement plus facile de gouverner dans ces conditions. Sauf ce cas où vraiment tous les obstacles, toutes les résistances humaines sont supprimées, je dis qu'il est absolument vain d'essayer de deviner l'avenir, puisque nous sommes là pour le faire, et qu'en réalité nous le faisons. Je pense réellement que nous devons inventer et que nous inventons notre avenir tout le temps. Presque tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est fait de main d'homme, n'est pas tombé du ciel, n'est pas créé par la nature. Nous vivons dans un monde qui est entièrement fabriqué par l'homme, où il n'y a plus que les tremblements de terre qui ne sont pas dus à notre fait.
À part cela, l'avenir, je pense comme vous, est absolument imprévisible, mais je n'irai pas aussi loin que vous en disant que, bien qu'il soit imprévisible, on peut prévoir qu'il sera médiocre et qu'il ne sera pas catastrophique. Car je crois qu'il sera catastrophique dans la mesure où nous renonçons à en faire ce que nous voulons. Jean Duvigneau. Bon, alors je m'excuse, mais vous avez fait deux réponses à la Oui. succession que vous avez faite. La première, c'est justement de dire, et vous avez raison, qu'il est impossible de prévoir cet avenir, et j'en suis absolument certain. Et la deuxième, c'est de croire qu'un avenir qui n'est ni apocalyptique ni excellent est un avenir qui pourrait ne pas être possible. Je veux dire par là que généralement, quand les gens prévoient ou vous annoncent quelque chose, ils vous annoncent un danger, un malheur, une catastrophe, ou ils annoncent un progrès. Politiquement, c'est ce que l'on fait. Je pense que les choses sont un peu différentes. Si vous voulez, je pense que ce à quoi nous avons assisté depuis quelque temps, c'est à la dissolution complète de l'idée de valeur en avance sur notre époque. C'est-à-dire l'idée que nous visions des valeurs, l'homme, Dieu, ce que vous voudrez, qui soient en avance sur notre temps. Je pense que nous vivons, si vous voulez, aujourd'hui, et que notre obligation serait d'être de créer un présent. Dans une certaine mesure, je vous dirais très vulgairement, l'avenir, je m'en fous, et le passé aussi. Ce qui m'intéresse, c'est l'enracinement dans l'existence présente, dans l'existence actuelle. Oui, comment vous enracinez-vous dans l'existence d'une grande ville, d'un grand ensemble aujourd'hui? Alors à ce moment-là, nous rencontrons des contradictions et des luttes auxquelles il faut Comment faites-vous ça? s'attacher. Moi, je voudrais bien, je crois que c'est absolument impossible. Eh bien, c'est ce qui distingue et que aujourd'hui, si ça je crois, continue à rester impossible, nous allons vers des catastrophes. non, c'est ce qui distingue, je crois, l'analyse de certaines personnes qui essaient de définir des projets dans la réalité vivante, écologique, comme on dirait, ou comme voudrait, le mot écologique, c'est le mot milieu d'autrefois, et ceux qui vous proposent des doctrines anticipant sur le futur. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, le devoir, ça ne veut rien dire, enfin, la nécessité de réfléchir devrait être de réfléchir sur ce qui se passe au présent, de définir des rapports humains vivants, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous verrons apparaître beaucoup plus nettement la dureté, la rationalité excessive et violente, l'organisation sémiologique figée d'un monde qui ne nous permet pas de nous y épanouir. On a trop parlé des révolutions de l'avenir, je parle d'une révolution du présent. C'est here and now, Oui. ich nunc, c'est là. Je ne vois pas du tout d'opposition entre les deux. Ça me paraît un petit peu verbal, la distinction. Car quand je dis que l'avenir, nous devons l'inventer, c'est maintenant que nous pouvons l'inventer, c'est pas demain. En faisant ce que j'appelle l'avenir, nous ne faisons rien d'autre que prendre une certaine conscience du présent que nous voulons vivre. Je crois qu'il n'y a pas une opposition très, très grande là. C'est un élargissement du présent vers l'avenir. Il m'est arrivé de m'attacher à des problèmes comme par exemple ceux de la fête. La fête pour moi n'est pas le cérémonial, n'est pas le rite, n'est pas la répétition. La fête c'est un moment, la fête n'est pas une essence non plus. La fête est une période périssable, essentiellement périssable, au cours de laquelle l'intensité d'existence est vécue avec une force particulière. Cette intensité ne dure pas. L'essentiel de ces moments, c'est de ne pas durer. Mais justement, précisément parce qu'elle ne dure pas, les semences qu'elle laisse, les souvenirs qu'elle laisse sont extrêmement féconds. On n'est jamais le même après et avant. Or, c'est là où je crois que la définition du présent et la définition que vous donnez de l'incapacité de prévoir l'avenir se différencient. Pour moi, je pense que non seulement il est impossible de prévoir l'avenir, sauf d'anticiper par une vocation politique précise en disant nous allons faire ceci et cela, c'est une vocation politique, c'est une technique. C'est comme dans l'art militaire, la technique de l'ordonnance des batailles. Mais quand il s'agit de la vie, de l'existence, c'est dans la réalité présente, je crois, qu'il faut se battre pour en assumer l'essentiel. Et c'est là où nous découvrons les véritables contradictions. Tout à fait d'accord. Seulement, quand vous vous battez pour certaines choses, n'est-ce pas, qui sont celles que vous désirez, dans le présent, vous vous heurtez
à l'inertie des choses, à la résistance que les autres souvent vous opposent, que la nature même des choses vous oppose. Oui, d'autre part, nous sommes des privilégiés, en ce sens que nous avons la possibilité de rationaliser nos discussions, nos angoisses, etc. Mais prenez le cas de l'homme qui n'a pas les moyens, ou de la femme, les femmes surtout, qui n'ont pas les moyens de rationaliser ce que nous disons, c'est-à-dire d'arriver à ce discours. Ce sont des gens qui sont coincés en ce moment, qui sont complètement coincés, c'est-à-dire qui se sentent et qui savent qu'ils sont dans une situation perdue. Leur langage même est perdu. Ils n'ont pas de possibilité de se manifester. Or, les formes que prend cette manifestation sont souvent, dans la société où nous sommes, des formes non rationalisables, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire le rire, c'est-à-dire le pari. Je crois que, si vous voulez, il y a en ce moment dans nos sociétés tout un ensemble de compensations qui essaie de caractériser un effort simplement pour exister, là où la conscience d'un futur, comme celle que vous définissez, n'existe pas. Je pense que ce qui m'intéresse, moi, en tant, si vous voulez, qu'anthropologue, c'est à la fois le prix des choses sans prix et le prix qu'accordent à ces choses sans prix des gens qui ne peuvent pas, comme nous, conceptualiser ces problèmes. Denis Drougemont, qui vient de publier L'avenir est notre affaire, et Jean Duvigneau, dialogue sur le thème « Notre société peut-elle être détruite ?» Denis Drougemont. Vous vous lancez dans des considérations de psychologie de l'homme d'aujourd'hui. Moi, je m'en suis tenu dans mon livre à tout à fait autre chose. Je m'en suis tenu aux formes institutionnelles de la société d'aujourd'hui, à une analyse de l'État-nation, de ce qu'il représente, de ses actions sur nous. J'ai essayé de montrer que si l'homme d'aujourd'hui n'est plus dans une communauté, a laissé se défaire les communautés, sous prétexte que c'était à l'État de se charger de tout, cela résulte, la force de l'État, la puissance de l'État résulte uniquement de nos démissions individuelles de tous les jours. Et c'est cela qui est la destruction d'une société, à mon sens. C'est la démission quotidienne, dans nos moindres gestes et pensées, devant de soi-disant nécessités qui sont trop grandes pour nous, que nous ne pouvons pas comprendre et que nous laissons à l'État le soin de régler pour nous. Alors, d'où la puissance accrue quotidiennement de l'État centralisé, d'où le danger que je vois alors d'une manière très précise, le danger de guerre, car l'État est né de la guerre, c'est une chose qui est absolument démontrée par tous les historiens un peu sérieux. L'État vit de la préparation à la guerre, trouve, comme je le disais tout à l'heure, toujours ses dernières justifications, son ultima ratio dans la guerre à préparer, la guerre qu'il faut éviter, la défense nationale, ou les nécessités à laquelle les autres, qui sont pas du tout en état de défense nationale, mais d'agressivité, nous obligent. Alors tout cela, à mon sens, nous mène bel et bien vers des catastrophes à peu près calculables si nous ne faisons pas tout de suite, dès aujourd'hui, une espèce de conversion, de retournement vers nous-mêmes, si nous ne nous mettons pas immédiatement, chacun où nous sommes, à faire ce qu'il faut pour restituer les possibilités d'une communauté humaine, c'est-à-dire de petites communautés. Jean Duvigneau. Vous dites trois choses sur l'État. D'une part, une définition psychologique, il résulte d'une démission de notre volonté d'agir. Deuxièmement, qu'il résulte de l'affrontement de la violence, la guerre. Et troisièmement, qu'il est lié à le contrôle d'un espace territorial. Bien. Ça, je suis en effet d'accord. Mais je crois que quand on définit l'État simplement par la démission
de la volonté psychologique, on oublie qu'il existe des élites dirigeantes et le pouvoir, le système du pouvoir qui est oppressif, qui est dominant, qui est une violence organisée et qui effectivement s'impose à tous les citoyens. Alors je voudrais que vous repreniez ici, parce que ce serait intéressant, la comparaison que vous établissez entre l'organisation du pouvoir et la passion. Là, nous revenons, si vous voulez, à ce que vous avez écrit autrefois sur l'amour. Cette passion dévorante qui détruit l'autre, comme l'État détruit ce à quoi il s'attache. Denis de Rougemont. Oui, j'étais amené à développer, presque à improviser, une théorie là-dessus au cours d'une interview. On m'a dit, après tout, vous venez d'écrire un livre où vous parlez surtout de l'État-nation et de l'irresponsabilité du citoyen vis-à-vis de cet État, de la nécessité de revenir à des communautés qui respectent la réalité, à des régions qui respectent la différence. Bon, vous avez fait ce livre-là, et puis autrefois vous avez fait L'amour et l'Occident. Est-ce qu'il y a le moindre rapport entre les deux? Ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Et alors tout d'un coup, il m'est apparu très clairement qu'au fond, je continuais à faire le même livre. Je suis persuadé que nous faisons tous, toute notre vie, le même livre. Au fond, qu'est-ce que je démontrais dans L'amour et l'Occident? C'était que la passion amoureuse, par opposition à l'amour que j'appelle l'amour authentique, a pour effet d'annuler la réalité de l'autre, de la dissimuler dans une espèce de nuage de passion, de fausser la vue que l'on porte sur lui, et finalement revient à un solipsisme. Tristan, disais-je, n'aime pas Iseux dans sa réalité. Il aime être en état de passion amoureuse. Il aime aimer. Il n'aime pas Iseux. Ça, c'est, je crois, la découverte que j'avais faite dans une analyse très poussée des 5 premières versions de la légende de Tristan. Et dans aucune, je n'ai trouvé le moindre signe d'un amour concret de Tristan pour Iseux, ou d'ailleurs d'Iseux pour Tristan. Ça revient à peu près au même. Ni l'un ni l'autre ne voit réellement l'autre. D'où le fait que Tristan, qui multiplie les ruses pour rejoindre Iseux, quand il en est séparé, développe aussitôt autant de ruses pour en être de nouveau séparé. Parce que s'il est avec elle tout le temps, il serait obligé ou de l'aimer ou de la haïr. Comme il ne veut pas l'aimer, comme il veut être en état de passion amoureuse, il imagine tout ce qui peut les séparer, et dès qu'ils sont séparés, il sent sa passion flamber, à cause de l'obstacle, naturellement, qu'il a provoqué lui-même, et à cause du fait que la réalité ne vient plus gêner l'impérialisme de son moi, dilaté par la passion. Alors de là, il est assez facile, il me semble, de passer à l'État-nation, l'État-nation unificateur qui ne vise qu'à la puissance, qu'à l'impérialisme, qui n'aime pas, au fond, les citoyens, qui n'aime pas les hommes. J'ai pris l'exemple de quelques dictateurs, mais aussi un exemple beaucoup plus honorable et très proche de nous, qui est l'exemple du général de Gaulle. J'ai écrit un article au lendemain de la mort de Gaulle que j'ai appelé « La mort de Tristan », dont la thèse était à peu près ceci. Le général de Gaulle le dit lui-même au début de ses mémoires, dans une belle phrase à la Chateaubriand: « De tout temps, je me suis fait une certaine idée de la France comme d'une princesse de légende promise à des malheurs exemplaires. » Donc la France, il le dit très bien dans cette phrase, c'est Iseux pour lui. Et les Français, c'est la réalité qui est complètement différente. Vous savez comment il a appelé les Français dans certains moments, par boutade, mais enfin, c'était une boutade très révélatrice de ce qu'il pensait. Je suis persuadé que De Gaulle n'était pas mu primordialement par un amour éperdu du peuple français dans sa réalité. Il aimait la France dans sa grandeur, la France comme une princesse de légende. On ne saurait mieux dire ni être plus précis. Et on peut suivre le développement de la légende de Tristan très loin dans le détail de la biographie de Gaulle. N'est-ce pas? Vous vous rappelez dans la légende de Tristan le rôle très marqué
des barons félons. Les barons félons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dénoncer Tristan ou Iseux. Successivement, ils dénoncent les amants au roi Marc, qui représente la légalité, autour de laquelle tout tourne, n'est-ce pas? Sans le roi Marc, il n'y aurait rien. Toutes ces intrigues, toutes ces retrouvailles, tous ces obstacles, toute cette possibilité de ne pas aimer réellement l'autre, mais de brûler de loin, comme disaient les troubadours, le roi Marc est le personnage central, sans lequel rien ne subsisterait. Il représente la loi. Vous savez que De Gaulle a toujours dit, comme c'est ennuyeux, ce droit, n'est-ce pas, qui vient nous empêcher de gouverner. Il y a eu des phrases d'une grande impatience sur le droit romain et tout cela, qui s'opposaient à la souveraineté complète du monarque. Alors, les barons félons, c'est de toute évidence, dans la biographie de De Gaulle, ce sont les ministres de la 4e République, n'est-ce pas, qui dénonçaient ses ambitions et qui pensaient que la France, c'était tout de même autre chose, n'est-ce pas, qu'elle devait se soumettre à la loi. On pourrait pousser ça beaucoup plus loin, je ne veux pas insister. Mais vous me demandiez comment on peut passer de l'État-nation à la passion, et ça me paraît maintenant absolument clair. L'État, c'est l'impérialisme dans le vide, n'est-ce pas? Un État-nation voudrait bien être seul au monde, au fond. Il estime que les autres ont tort d'exister autour de lui et qu'ils sont des obstacles à son expansion ou des menaces. De même que Tristan voudrait bien être seul au monde. Il le dit dans le drame de Wagner, qui a d'ailleurs repris là et presque copié des vers de Gottfried de Strasbourg, dans la première légende en allemand, où il fait dire à Tristan, au comble de la passion et du drame, « Seul je suis, moi, le monde ». Jean Duvigneau. Oui, mais alors vous personnalisez à l'extrême le pouvoir, et en même temps vous reconnaissez que dans l'identification que vous faites avec un mythe, moi, personnellement, je vous dirais que je ne crois pas à l'identification du pouvoir avec un mythe aussi complexe que Tristan, mais ça, c'est une autre histoire. Je dirais que vous avez dit tout à l'heure une chose très, très véritable, c'est que le véritable personnage dans l'histoire de Tristan, c'est Marc, c'est-à-dire le pouvoir social. Bien, laissons tomber le mythe. Celui qui ennuie tout le monde, ouais, n'est-ce pas? En vérité, ben oui, derrière De Gaulle, il y avait la société française. C'est-à-dire, quel que soit l'homme, il est moins important que le pouvoir auquel il participe. C'est-à-dire que le pouvoir est quelque chose de construit, d'anonyme, de positif, malheureusement. Bien. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, nos pouvoirs, et là je serais peut-être en désaccord avec certains analystes d'aujourd'hui, nos pouvoirs ne se réduisent pas à la simple rationalité. Je veux dire, tout pouvoir n'est pas la raison en acte et qui doit organiser le réel. Je crois qu'il y a dans le pouvoir une continuité, et que cette continuité est désirable. Sans ça, on n'expliquerait pas autrement que les gens en politique désirent ce pouvoir. Il est quelque chose de désirable. Or, le pouvoir tel que nous l'avons défini en Europe, ou du moins en France, depuis la Révolution, c'est le pouvoir jacobin, le centralisme. Les rois l'avaient fait auparavant. C'est-à-dire une centralisation excessive. Les rois n'y étaient pas arrivés. Bien, vous en Ils arrivez. ont visé ça pendant 6 siècles et ils n'ont oui, mais pas vous pu en le faire. arrivez. C'est la Révolution seule qui est arrivée. La Révolution seule y est arrivée complètement. Vous en arrivez au régionalisme. Bien. Ce régionalisme, vous appuyez sur des interprétations qui sortent de Proudhon, de Bakounine, qui sont d'ailleurs des interprétations du fédéralisme, du partiel. Mais je crois qu'il manque à cela une définition de ce que devraient être les groupes si l'on voulait réaliser pleinement ce que vous suggérez. C'est-à-dire, c'est très bien d'opposer la région à l'État, mais c'est mythique. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est que le groupe existe. Or, si on fait du groupe une famille, on lui donne une réalité biologique. Si on fait du groupe un lieu de travail, on lui donne une réalité économique. Mais est-ce que le groupe peut être autre chose? Autrement dit, est-ce qu'il y a une définition du groupe que vous appelez communauté, je préfère appeler groupe, qui permet de donner aux individus qui y sont la possibilité d'un épanouissement réel par la pratique vivante du travail, de l'amour, de l'imaginaire, de tout ce qui est donné, tout ce que l'homme a droit d'utiliser et que la société souvent lui refuse? Comment définir le groupe pour que cette chose soit valable? Parce que toutes les définitions que je connais jusqu'ici de l'autogestion, je parle ici, si vous voulez, en spécialiste, j'en suis navré, sont des définitions purement utopiques et idéologiques.
Il faudrait redéfinir complètement le groupe pour redonner une signification à cette activité réelle. Denis de Rougemont. Permettez-moi de ne pas prendre les réalités au niveau de leur définition. Je préfère parler des groupes tels qu'ils existent. Ces groupes tels qu'ils existent, on peut continuer tout le temps comme ça. Non. On ne peut pas continuer quand l'État central s'est donné pour mission primordiale de les laminer, Mais ils en sont un résultat, de les l'État central. écraser, de les défaire. Quand l'État se donne, l'État central, je dis bien, se donne comme mission de tuer les groupes, de les dissoudre par tous les moyens, ce qu'ont fait les Jacobins, ce qu'a fait par exemple Sieyès, quand il a fait cette fameuse proposition à l'Assemblée législative de diviser la France en carrés de 18 lieues, le premier étant centré sur Paris et tous les autres y étant accolés, ainsi de suite jusqu'à la frontière, où là il se plaint amèrement de ce qu'en approchant des frontières, les carrés ne seraient plus bien réguliers. C'est une idée de fou, mais c'est l'idée de l'État moderne. Aligner tout le monde, géométriser toutes les relations afin de tuer la réalité sociale des groupes. Sieyès et Touret, son complice, s'en sont expliqués souvent. Ils disaient, si on arrive à diviser la France, on ne leur a donné finalement que la division en départements, qui était un peu moins folle. Ils passaient, parce qu'on avait doré la pilule en donnant à ces départements de jolis noms géographiques, de rivières et tout ça, ça allait très bien. Mais c'était quand même absurde dans le fond et surtout dans la finalité. Car Sieyès et Touret l'ont dit à plusieurs reprises, il faut créer ces divisions en France pour défaire les provinces anciennes et tuer toute espèce de prétention au civisme dans le reste de la France. Il faut que tout soit dominé par la Commune de Paris et que rien ne puisse s'y opposer. Car autrement, disent-ils, dans des discours fameux, nous irions vers la démocratie et la France, de toute évidence, n'est pas un pays fait pour la démocratie. Mais depuis la Révolution française, la France a changé. Nous ne sommes plus du tout dominés. Bien sûr, il y a le jacobinisme qui dure, hélas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous nous trouvons en présence de réalités de groupes qui ne sont pas les réalités positives. Je veux dire par là. Et c'est une enquête que nous avons faite il y a quelques années avec mes collaborateurs. Nous nous sommes aperçus qu'aujourd'hui, au niveau de certains groupes de jeunes, par exemple, il existait des désirs de se retrouver ensemble, de créer ce que nous avons appelé à l'époque, le mot a fait fortune, des niches écologiques, où les gens se retrouvaient entre eux et qui ne correspondaient pas à l'échelle des villages, à l'échelle des groupes, etc. Donc à l'échelle positive. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on ne peut pas partir de ce qui est pour voir ce qui est en train de se faire. Non, mais ce que l'on peut voir, c'est le besoin de communauté qui est très fort aujourd'hui. C'est le mot communauté qui me dérange. Non, je prends ça dans le sens le plus général. Le besoin d'être ensemble, de pouvoir communiquer avec d'autres que l'on a choisis. Écoutez, le besoin d'être ensemble, de créer certains pactes. Écoutez, on a cru au moment du développement des fameux télévisions par câble au Canada qu'on allait communiquer avec tout le monde. En fait, on a communiqué. En fait, c'est pas tellement intéressant de communiquer avec les gens d'à côté. Je crois que le problème le plus important, c'est de détruire le moi social qu'on a acquis et de trouver des relations humaines qui sont beaucoup plus riches que celles qui sont impliquées par la société. Les motards qui se retrouvent dans la nature avec une sorte de pureté, de bonheur, retrouver une sorte de liberté par la machine, et c'est là où la technologie n'est pas à récuser. C'est là où nous n'avons pas le droit de récuser la technologie. C'est là où elle doit être renversée et réutilisée par nous. Nous devons, comme disaient autrefois les situationnistes, la détourner de son sens. C'est là où je crois que le problème prend son sens. Utiliser la moto, utiliser les masses médias, utiliser tous les instruments de cette technologie pour retourner cette société technologique cristallisée dans un sens qui nous concerne. Alors, je ne parle pas de choses utopiques, je parle de choses concrètes, d'utiliser les moyens réels. Oui, mais pour faire quoi ? Je ne vois pas le rapport entre la recherche d'une communauté et l'utilisation des motos. Je ne vois pas très bien en quoi le mot communauté est tout à fait accidentel. Est une solution. Le mot communauté n'est absolument pas une solution. Il désigne pour moi des réalités qui sont parfaitement concrètes et ressenties d'une manière très générale, surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui.
Vous savez qu'il existe des milliers de petites communautés qui s'essayent, et qui en général ratent, qui sont mal parties. Mais j'en connais pas mal qui sont en train de réussir. Elles sont faites pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'être ensemble d'une manière qu'ils ont choisie. Ils récusent, si vous voulez, les modèles sociaux, le moi social tout fait qu'on leur offre. Il y a des communautés qui se sont faites sur des bases religieuses, il y en a d'autres qui se sont faites sur des bases agricoles. Peu importe, ça c'est l'instrument, c'est le moyen, si vous voulez. Et il y en a qui retrouvent le sens des dimensions qui permettent seule une communauté élective entre les gens. Ce sont des petites dimensions. Je vous citerai là un cas qui remonte très loin dans l'Antiquité, mais qui donne le modèle de tout cela. C'est le cas de la ville de Milet. La cité de Milet, au bord de la mer Égée, du côté de l'Anatolie, avait parfaitement compris par ses premiers philosophes que la vie de l'homme ne pouvait s'épanouir que dans des communautés assez restreintes. Et quand ils arrivaient à être trop près de 100 000 habitants, qu'ils considéraient comme un maximum presque intolérable, ils exportaient une partie de leur population, tout à fait librement d'ailleurs, ce n'était pas une action de déportation, ça se faisait par entente générale. Les gens qui voulaient bien partir, qui avaient envie de partir, allaient former d'autres colonies, d'autres villes, dans toute la Méditerranée et jusqu'au Caucase. C'est ainsi que la ville de Milet a essaimé et a formé 70 colonies, qui étaient à leur tour complètement autonomes. Aujourd'hui, je vous citerai le cas de la communauté de Langomai, qui s'est créée dans la Haute-Provence, près de Fort-Calquier, qui a commencé sur la base d'une communauté d'agriculteurs, sans aucune prétention à une agriculture biologique, et toutes ces choses qu'on voit chez beaucoup d'écologistes. Ils font simplement de la culture, ils restaurent des centaines d'hectares ou des milliers d'hectares qui avaient été complètement abandonnés. Ils ont des moutons. Et puis quand ils deviennent trop nombreux, une partie d'entre eux s'en va ailleurs, créer une autre colonie. Ils sont arrivés à en avoir 10 actuellement, répartis sur 4 ou 5 pays. Oui, mais j'entends bien, et vous avez raison de citer un exemple particulier. Mais ce qui m'intéresse en ce moment, ce que je crois, c'est qu'il existe en dehors des groupes et des groupes sociaux définis, des modes de regroupement, de réunion de gens qui se font sur des normes qui n'ont rien à voir avec les idées que nous faisons sur la société, qui réunissent par exemple ces instituteurs qui se regroupent dans la même région pour être ensemble, ces gens qui sont rassemblés par exemple par tel ou tel, à l'époque par la musique pop, d'autres qui étaient rassemblés par un goût commun pour autre chose. Il y avait des rassemblements de ce genre à faible échelle. Et je crois que c'est ça qui est un phénomène important de notre société. On croit que notre phénomène de notre société, c'est telle ou telle grande stratification, mais c'est cela. Seulement ça n'a rien de théorique. Ce sont des phénomènes qui se produisent, mais qui actuellement sont peut-être en train de ronger la société comme des rats qui mangent un fromage. C'est-à-dire que la société peut s'affaisser à l'intérieur de ces regroupements et que les hommes, la politique continuera à parler de grands ensembles. Si vous voulez, je crois beaucoup plus aujourd'hui que nous sommes dans le domaine de l'expérience microscopique plutôt que de l'expérience macroscopique. Et au fond, c'est ce que vous dites dans votre livre. Mais moi, je n'y vois aucun idéal religieux derrière. Je vais plus loin que cela. La société classique, le modèle social classique hérité du XIXe siècle est en train de se défaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et de se défaire en partie au profit de micro-sociétés, de petits groupes, comme vous le dites, mais aussi au-dessus d'elles-mêmes par l'idée de fédération continentale. Et à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre, pratiquement l'un ne se fera pas sans l'autre. Il s'agit de dépasser, en somme, si je veux l'expliquer d'une manière un peu schématique, en résumant toute une partie de mon livre, il s'agit de dépasser la forme de l'État-nation par en haut et par en bas, en deçà et au-delà, en recréant des petites communautés
des communes qui se regrouperont par grappes en régions et en montant de ces régions par un processus que Proudhon avait déjà très bien décrit, par des fédérations de fédérations, vers une fédération européenne. Ceci, non pas au nom d'une espèce d'idéal plus ou moins géométrique, d'une pyramide ou de choses comme ça, mais uniquement en tenant compte des tâches qu'il y a à accomplir dans les sociétés actuelles, des dimensions de ces tâches qu'il s'agit de faire correspondre aux dimensions des communautés existantes ou à créer. Et c'est exactement cela que j'appelle le fédéralisme, l'adéquation des dimensions des tâches à accomplir et des dimensions des communautés qui peuvent s'en charger. Le chemin vicinal, c'est une tâche qui est à la taille de la commune. Une route, déjà, c'est plus important. Ça ne peut pas être fait par une addition de petits tronçons communaux. Il faut la région. Une autoroute, à supposer que ce soit encore très nécessaire dans 10 ans où il n'y aura plus de pétrole pour circuler dessus. Une autoroute, c'est une question de dimension nationale ou bien même continentale. Alors, on peut très bien comprendre ça a l'air très compliqué, mais en fait, dans la pratique, c'est tout à fait simple. Et c'est même beaucoup plus praticable que les règlements uniformes décrétés par un État. Je voudrais aussi dire cette dernière chose. Je ne considère pas du tout que vouloir faire des régions, c'est vouloir rejeter tout pouvoir d'État. Je crois que l'État est un instrument et qui est au service de toutes les communautés, quelle que soit leur taille. La perversion totale qu'a apporté le jacobinisme, enfin toutes les théories qui lui ressemblent dans le monde entier aujourd'hui, ça a été de concentrer tout le pouvoir dans une seule institution qui est très loin de tout le monde et qui finit par fonctionner à vide, par fonctionner aux dépens des hommes, qui a pris la place des rois anciens et qui s'est doté de leur majesté, qui a une espèce d'aura. Alors on finit par croire que l'exécutif est plus important que les gens eux-mêmes, qui n'ont plus qu'à lui obéir à l'État. On oublie complètement que l'État est un service public. Dans ce sens, je ne suis pas du tout anarchiste. Je suis simplement contre la concentration abusive de l'État dans la seule capitale. Notre société peut-elle être détruite? Denis de Rougemont et Jean Duvigneau poursuivent leur dialogue maintenant avec le public du Studio 105 de la Maison de Radio France. Il y a, me semble-t-il, une menace morale et spirituelle plus grave que les menaces matérielles telles que la pollution ou le danger nucléaire. C'est quoi qu'en pense M. Duvigneau? C'est l'absence de foi propre au système et aux mentalités du monde contemporain. Système caractérisé par une idée extrêmement pauvre et destructrice de la personne humaine. Dans le capitalisme est fondé sur l'idée que le profit est le mobile clé du comportement humain. Dans le marxisme, l'homme se confond avec son intérêt de classe. Dans la psychiatrie, l'amour est une illusion de l'instinct. Une autre caractéristique du monde contemporain, c'est l'athéisme. Capitalisme, nazisme, socialisme russe ou chinois, psychanalystes sont liés à une conception profane, athée de l'existence humaine. On voit les résultats de ces systèmes. Ils tendent à réduire l'homme à sa race, à son sexe, à sa classe, à son pouvoir d'achat. Ce qui apparaît à l'esprit de bonne foi, c'est l'impuissance de ces systèmes à justifier leur prétention à se passer de Dieu, à libérer l'humanité, à contribuer à son développement que les religions, selon eux, retardaient et empêchaient. Ils développent chez l'homme un sentiment de futilité, d'inutilité et d'impuissance. Comment donc retrouver dans une société si profane, si païenne, une foi sans laquelle l'homme n'est qu'un consommateur qui se contente de pain et de jeux du cirque? Comment reconstituer dans un tel contexte une foi qui fait que l'homme se définisse non parce qu'il consomme et possède, mais parce qu'il est, parce qu'il espère et parce qu'il partage? La question est posée, je crois, à l'un et l'autre. Monsieur de Rougemont. Moi, je vous répondrai d'abord qu'il n'est pas question de chercher une foi dans une société. Ça n'a rien à voir. Une société peut résulter de la foi de ses membres, mais une société
ne mérite pas qu'on la confonde avec la foi ou le but d'une foi. Ça me paraît complètement différent. Pour moi, qui est une foi bien définie, je crois que la communauté, au sens où je l'entends, résulte de l'exercice des vocations personnelles que chacun de nous reçoit. Je définis la société dans ce livre comme une fonction de la personne. Je pense que l'homme ne peut pas se réaliser tout seul dans une caverne, qu'il a absolument besoin de prochains pour devenir vraiment lui-même. Et que ce que vous appelez une foi, je pense que c'est essentiellement la conception que chacun de nous doit avoir de son unicité, de la vocation unique dont cette unicité le charge, qu'il le veuille ou non. N'est-ce pas ? Nous disons assez facilement que nous sommes croyants ou agnostiques. Je demande à voir dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de gens qui se croient croyants et il y a beaucoup de gens qui se croient incroyants. Pour ma part, je pense que tout homme, je partage cette idée avec le théologien allemand d'origine qui a été si célèbre aux États-Unis après la guerre, Paul Tillich. Je crois que tout le monde, au fond, a une espèce d'absolu qu'il aurait beaucoup de peine à exprimer, mais qui existe pour lui, se dirige vers un absolu. Admettons que cet absolu soit le même pour tous les hommes. Ils sont bien obligés, partant chacun d'un endroit différent, d'inventer leur chemin vers cet absolu, de créer leur propre sentier. Car s'ils voulaient prendre des chemins déjà balisés, ils pourraient aboutir au mieux à la capitale voisine, ce qui serait une trahison complète de leur vocation. Dans ce sens, je dirais qu'il n'y a pas de véritable société ou de véritable communauté sans foi, puisque pour moi, le but de toute société, c'est la personne. Bien, Jean Duvigneau, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les considérations de notre auditeur ? Très peu, dans la mesure où on me dit qu'on n'est pas humain quand on n'est pas croyant. Je ne me sens pas dans le coup. Alors nous passons à une autre question, ici sur le même micro. Tout votre discours, finalement, tant l'un que l'autre, tient parce que vous posez un moi extérieur au moi social. Alors, je voudrais savoir quel est finalement ce moi que vous posez face au moi social, face à un pouvoir que vous définissez, là je vous cite, comme violence organisée. Ce pouvoir ne serait-il pas justement le créateur du moi ? Jean Duvigneau. C'est à moi de te répondre. Écoutez, je crois qu'il faudrait ici, faire appel à des expériences précises, non européennes. Je m'excuse, peut-être la comparaison pourra-t-elle être utile. J'ai eu l'occasion de vivre, disons, de travailler dans certains villages ou communautés africaines ou d'autres au Brésil, où il m'est apparu qu'à certains moments, la force de ces communautés qui sont très simples et qu'on appellerait primitives, j'aime pas beaucoup le mot, est la possibilité de modifier le centre de gravité qui leur est transmis par les générations antérieures, qui leur est transmis par la reproduction sociale, où on leur impose d'être toi, ceci, tu es cela, tu es fils d'un tel, si vous voulez, dans le mouvement des généalogies. Et certaines sociétés ont même réussi à pratiquer des techniques qui leur permettent de modifier et du moins de mettre entre parenthèses ce moi social. Je pense par exemple à ce qui se passe actuellement au Brésil, où 9 millions de personnes fréquentent ce qu'on appelle l'Umbanda. L'Umbanda, c'est un petit groupe étroit, dans lequel les gens pratiquent par la danse certaines techniques, qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs des choses qui se passent ici en ce moment en Occident, sous l'influence d'ailleurs de choses américaines, pratiquent des techniques de transe, pas de possession, de transe qui les conduisent à renoncer, à abandonner pendant quelque temps le moi social qu'ils ont reçu, c'est-à-dire qui les rend perméables à des relations humaines ouvertes et plus libres. Il ne s'agit pas ici d'un problème sociologique ni psychologique. Il ne s'agit pas de placer l'homme en dehors de la société, mais au contraire de faire de la collectivité un élément d'expérience possible. Si vous voulez, je pense qu'une société n'est pas seulement faite de choses réelles, elle est faite d'expériences possibles. Comme le disait le pauvre Ernst Bloch qui est mort récemment, notre utopie est au cœur de l'existence. Quel est justement ce que retrouvent ces Brésiliens dont vous parlez par l'état de transe? Qu'est-ce qu'ils retrouvent? Finalement, ça n'est pas justement un vide.
il retrouve certainement une sorte de vide. Mais pourquoi voulez-vous que ce vide ne soit pas ouvert à quelque chose d'autre que le plein, notre plein? Bien, nous passons à une autre question sur le même micro, monsieur. C'est à M. de Rougemont que je voudrais parler en particulier. Vous aviez, il y a pas mal d'années déjà, en 1947, au congrès de Montreux, dit qu'il y avait deux camps. Le totalitarisme, qui est une menace, et le fédéralisme, qui est une espérance. Personnellement, je suis mondialiste et partisan d'une fédération mondiale. Vous disiez que, ayant, au sens presque spinoziste du mot, une tendance à persévérer dans l'être, les États-nations avaient une tendance à adorer leur souveraineté nationale absolue, leur sacro-sainte souveraineté, je dirais plutôt leur diabolique souveraineté nationale absolue, comme disait Jean Ferniaud, et vous disiez à cette époque-là qu'il faut pousser dans le dos les États-nations pour qu'ils acceptent un jour de renoncer, non pas à la souveraineté même, mais à son caractère absolu. 30 ans après, à l'époque de la conférence Nord-Sud, à l'époque où l'Europe a bien de la peine à admettre la notion de supranationalité, comment pensez-vous qu'il soit possible concrètement de lutter contre cette sacrée souveraineté nationale absolue qui est finalement le grand mal à notre époque? Je pense que les tentatives pour faire l'Europe avec des États-nations qui sont tous attachés primordialement à leur souveraineté nationale est vouée à l'échec total. D'ailleurs, s'il en était autrement, ça se serait vu depuis 30 ans. Nos États ont tous eu le temps de montrer s'ils étaient capables de réaliser leur discours sur l'union de l'Europe. Il est évident que ces discours sont totalement hypocrites, que les hommes qui les tiennent savent qu'ils ne pourront jamais les réaliser. Je ne crois pas du tout à la possibilité de bâtir une union sur l'obstacle principal à toute espèce d'union, qui est la prétention à la souveraineté nationale absolue. C'est vouloir faire des cercles carrés. C'est absolument impossible. Ce sont des choses dont on peut parler, mais qu'on ne peut pas faire. Ce qui me ramène à mon idée des régions, sans lesquelles il n'y aura jamais de fédération. Si on ne fait pas quelque chose en dehors, en dessous des États, si l'on ne crée pas des pouvoirs, on n'arrivera non plus jamais à faire une fédération européenne, et à plus forte raison une fédération mondiale. Alors là, je n'ai absolument pas changé. J'ai peut-être perdu quelques illusions. Je ne pense pas qu'il faille pousser les États-nations dans le dos. Je pense que les États-nations non plus ne méritent pas cette belle phrase de Spinoza que vous citiez. Ils sont plutôt en train de persévérer dans le non-être, c'est-à-dire qu'ils subsistent par la force de l'inertie et par la force, je le répète, de nos refus d'assumer nos responsabilités de citoyens. Ils sont la somme de nos démissions. Bien, je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle, c'est d'ailleurs, je crois reconnaître Jean-Jacques Tur, qui voudrait intervenir sur cette question. Et ne pensez-vous pas que tout en favorisant le droit à la différence et la création de régions par le truchement de petites communautés, de grappes de communes, comme vous le dites dans le livre, il convient dès aujourd'hui de régler les grands problèmes planétaires, c'est-à-dire ceux qui résultent soit du sous-développement, la faim, la surpopulation, soit du surdéveloppement, course aux armements, désastres écologiques, etc., soit des problèmes intermédiaires comme la crise de l'énergie, qu'il convient de régler ces problèmes d'ores et déjà au niveau où ils se posent, c'est-à-dire au plan planétaire, donc en créant soit une autorité fédérale mondiale, soit plusieurs autorités spécifiques pour chaque problème. Vous citez dans le livre, par exemple, le cas de la conférence sur le droit de la mer, qui pour l'instant s'est réunie 6 fois depuis 4 ans et qui n'a abouti non pas à traduire dans les actes ce que les Nations Unies avaient proposé de considérer le fond des océans comme le patrimoine commun de l'humanité, mais au contraire a étendu les eaux territoriales de 3 à 12 000, a créé une mer patrimoniale à 200 000, etc. Alors pensez-vous qu'il soit concevable dès à présent, tout en œuvrant pour le fédéralisme, pour l'autogestion telle que vous la définissez, c'est-à-dire autrement que comme une formule incantatoire et un slogan politique parmi tant d'autres, mais qu'il soit capable en quelque sorte de remplacer les devises que nous avons jusqu'à présent par une devise qui serait mondialisme, fédéralisme, enfin mondialisme, régionalisme, autogestion.
Excusez-moi, je crois que la question était adressée à Denis Drougemont. Denis Drougemont, mais Oui, Monsieur Duvigneau mais a je parlé... vois sur le visage de Jean Duvigneau un petit sourire. Si vous permettez, on va donner la parole à ce petit sourire sceptique. Non, c'est pas sceptique du tout, au contraire. Je dis simplement ceci, c'est que dans la priorité des tâches qui devraient être fixées dans cette optique, il y en a deux, n'est-ce pas? Nous sommes enfermés dans une certaine définition sémiologique des relations internationales qu'il faut d'abord briser. Bon, ça c'est très difficile de persuader un diplomate de cela, et à plus forte raison un homme politique. Le deuxième problème est celui-ci. Nous vivons dans un monde où les techniques sont déchaînées, où les technocraties, les technologies sont totalement libérées et absolument sans aucun contrôle des intéressés. C'est pourquoi je pense que la tâche fondamentale d'une autogestion cohérente est d'abord le contrôle immédiat et total de ces techniques déchaînées, de ces technocraties déchaînées. Sinon, nous sommes condamnés à mort. C'est là le véritable problème. S'emparer, alors, le pouvoir, oui, de ce pouvoir de contrôle. Songeons que, actuellement, certains techniciens, biologistes, sont en train, à deux doigts, de trouver le secret de contrôler la reproduction et de contrôler la génétique. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Qui va contrôler cela? Depuis qu'Einstein a donné la bombe atomique aux Américains, le secret de la bombe atomique aux Américains, la science n'est plus contrôlée par personne. Je crois que c'est ça le véritable problème. Et c'est un problème à la fois politique et social. Trouver la capacité de groupe capable de s'imposer à ces technocrates. Et qu'on ne parle pas de compétences. Denis Drougemont. Oui, qu'est-ce qui va contrôler le pouvoir? Contrôler les océans, par exemple. N'est-ce pas? Il faudrait le faire, naturellement. C'est une tâche primordiale. Mais comment voulez-vous y arriver tant qu'il y a nos États-nations avec leurs prétentions aberrantes, n'est-ce pas, à s'attribuer chacun 200 000 marins de plus dans les mers où ils pourront polluer impunément. N'est-ce pas? Tant que vous avez cette puissance-là des États-nations, il n'y a absolument, pratiquement rien à faire au plan mondial. Il faut donc arriver à créer d'autres pouvoirs que ceux de ces États-nations. C'est par là qu'il faut commencer. Nos États-nations sont de plus en plus incapables d'animer quoi que ce soit et de plus en plus prompts à refuser toute espèce de mesure d'union ou de mesure constructive. Parce que pour eux, tout finalement s'oppose à leur souveraineté nationale ou représente une ingérence. On en est à se demander comment ils peuvent encore signer des traités, puisque signer un traité est tout de même promettre que dans certains cas, le pacte sera plus fort que la souveraineté nationale. Mais si on affirme tout le temps la souveraineté nationale comme la seule réalité, le tabou maximum, on ne sait pas comment on peut encore vivre en société. On en revient à ce solipsisme que je décrivais, n'est-ce pas, qui est comparable à celui de la passion. Ce n'est pas une passion, c'est de l'impérialisme pur et simple. Et alors, il nous faut revenir aux petites réalités prochaines. Monsieur. 2 remarques à faire. On a déjà du mal à s'entendre à 9 dans la communauté. Quand on devra s'entendre à 100, les viticulteurs du Midi d'une part et la sidérurgie du Nord de l'autre, je me demande quelle belle pagaille cela pourra faire. N'augmentons pas le nombre des interlocuteurs, je crois que sinon c'est là qu'on irait à la catastrophe. D'autre part, les communautés se constituent dans le combat. Dans la paix, elles se détruisent, se dissolvent. Or, c'est la paix qui compte, et non le combat. Pour le régionalisme, je veux bien, à condition qu'il ne soit pas linguistiquement claustré, ce qui me paraît être une régression. Alors, la seconde remarque que j'ai à faire constitue la nocivité des grands ensembles. Si la criminalité y est plus grande, c'est non parce qu'ils sont de grands ensembles, mais parce qu'ils sont populaires. Ainsi, la criminalité des grands ensembles de luxe, genre Montparnasse,
La Défense, le front de Seine, y est nettement inférieur à la moyenne des grands ensembles. Ce n'est pas parce que les villas sont dispersées que la criminalité y est moindre. C'est parce que ceux qui peuvent acheter de telles villas sont des gens aisés. Donc, vos grands ensembles ne signifient absolument rien. Ça dépend de ceux qui les habitent. Comme quoi, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques quand on les interprète mal. Monsieur de Rougemont. J'ai peine à répondre parce que j'ai peine à comprendre quelles questions ont été posées tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'affirmations. Je crois que vous n'êtes pas le seul. J'ai appris une quantité de choses que j'ignorais complètement. C'est qu'on ne peut pas s'entendre quand on est neuf. Je voudrais savoir à partir de quel chiffre maximum on ne peut plus s'entendre. Et je me demande si vous n'entendez pas ceci, qu'on ne peut s'entendre que si on est tout seul. Que plus on est de fous et moins on peut gouverner, c'est un peu ça que vous avez dit, et alors c'est tellement plus commode si on est tout seul. Bien, mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a encore une question qui serait importante et nous acheminerait vers une conclusion définitive? Peut-on demander en 2 secondes à M. Duvigneau, éventuellement peut-être à M. de Rougemont, s'il serait d'accord avec M. Thur et avec moi pour dire que régionalisme et mondialisme sont complémentaires? Oui, personnellement, je pense qu'ils peuvent être complémentaires, mais je crois que la chose la plus concrète, c'est de trouver les moyens au niveau de la vie quotidienne, réelle, la vie quotidienne, l'existence de tous les jours, de trouver les moyens de regroupement tels que certains problèmes, comme ceux d'État-nation, deviennent absurdes. C'est-à-dire pousser à l'absurdité ce qui se donne pour rationnel aujourd'hui. Je crois que le vrai combat aujourd'hui, c'est effectivement un combat, disons, d'une définition, d'une réalité vivante d'une autogestion. Personnellement, ça c'est mon avis, ça n'est que personnel. Mais je crois que, et là je peux dire que du point de vue par exemple de l'éducation, il se trouve que je suis universitaire dans une université, une faculté, je crois que les techniques qui consistent à laisser à des petits groupes d'étudiants la capacité de se former eux-mêmes avec évidemment le dialogue avec les gens est infiniment plus efficace que celui d'imposer un discours tout préparé. Ça me paraît infiniment riche. Je parle des enseignements supérieurs. Denis de Rougemont. Jean Duvigneau vient de dire ce que je voulais dire. Il a dit que c'était son opinion personnelle. C'est une opinion que tout mon livre partage.